Bonjour à tous, Bonjour à tous. on est ravis de vous retrouver tous sur cette nouvelle édition, la première de 2025. On avait vraiment envie de marquer le coup en reprenant un thème qui nous avait enchanté il y a 2 ans avec le SNELAC. On avait vraiment parlé des grands parcs à thème, de cet univers, voilà, de monde inventé qui nous plaît beaucoup, avec voilà des invités exceptionnels qu'on présentera tout à l'heure et qu'on laissera se présenter et qu'on écoutera avec grande attention. Mais voilà, Thierry, je te laisse dire le mot d'accueil comme Oui, 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 d'habitude. donc je confirme qu'on est très heureux de vous accueillir pour ce 23e webinaire. La dernière fois, on était réunis pour parler autour du spectacle vivant. Évidemment, le spectacle vivant est une composante importante, voire essentielle de cet univers des parcs de loisirs ou des parcs d'attractions. Donc là, on va, comme le disait Vincent, on va parler du bilan 2024 et on essaiera avec nos invités, nos amis du groupe Looping, de quelque part se projeter un peu dans les perspectives européennes pour l'année suivante. Mais avant de se projeter, justement, je voudrais vous proposer de faire un tout petit peu de rétrospective. Il y a 35 ans, à la fin des années 80, eh ben le secteur d'activité vivait une grande effervescence. Pour les plus anciens, ils ne sont pas forcément nombreux aujourd'hui, mais 87, c'était l'ouverture du Futuroscope, de Zygopolis, de Mirapolis, des noms qui vous paraissent étranges. 89, la création du parc des Schtroumpfs, aujourd'hui Walligator, le parc Astérix, accessoirement France Miniature, mais surtout 1992, la création, l'ouverture de Disney, de Disneyland Paris, et qui pour le coup a contribué à vraiment changer de paradigme. Jusqu'à présent, on était dans je dirais, un développement de parcs existants. Bien sûr, il y en avait, mais se faisait par autofinancement sur plusieurs générations. Et là, il s'agissait tout d'un coup de mobiliser une masse critique d'investissement très importante pour créer ex nihilo des grands équipements. À cette époque, les Français avaient du mal à différencier les concepts, et c'était d'ailleurs un problème pour les exploitants d'expliquer en quoi ils étaient différents des autres. 35 ans plus tard, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le marché est en phase de maturité. Le SNELAC, qui est le syndicat qui regroupe l'essentiel des acteurs du tourisme, enfin du divertissement, mais aussi de la visite culturelle. Le SNELAC a près de 600 membres. Selon ce que l'on prend, ce que l'on considère, il y a entre 65 et 75 millions de visiteurs par an. Entre parenthèses, dans le monde, on s'accorde à dire qu'il y a environ 500 millions de visiteurs. Donc, on voit que la France est loin d'être, je dirais, dérisoire dans ce secteur d'activité. Et en France, le chiffre d'affaires, tout confondu, est environ 2 milliards d'euros, même si la moitié est quelque part le fait de l'exploitation de Disneyland Paris. En tout cas, je dirais, le marché est mature et résilient. Il est sorti victorieux de la période Covid. Cette année, les JO, quelque part, ont peu impacté. Ils sont de moins en moins météo dépendants. Enfin, le secteur d'activité est résilient. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire résilient? Ça veut dire aussi qu'il y a relativement, finalement, peu de création actuellement. Il faut dire qu'au passage que les barrières à l'entrée sont importante et de plus en plus importante. L'investissement reste très, très lourd. On fait partie de l'industrie lourde du tourisme. La pression foncière devient considérable. Je renvoie à des difficultés de développement de concepts. Alors, pas vraiment dans les parcs de loisirs. Si on pense à Center Park, c'est au phénomène des ZAD. Enfin, en tout cas, le développement, ce qu'on appelle en greenfield, est de plus en plus contraint.
Et ce secteur d'activité est toujours soumis à un point mort d'exploitation très, très élevé, avec des sujets de saisonnalité, de météodépendance, etc. Donc, les barrières à l'entrée sont importantes. Ça veut dire que lorsqu'un parc a fait la preuve de sa, je dirais, de sa viabilité, de sa pertinence, il devient désirable, et on assiste à un phénomène de, je dirais, de rachat, de consolidation, de constitution de groupes, je dirais, aidés par des fonds d'investissement. Régis Marcel nous en parlera tout à l'heure. Ça veut dire aussi que de plus en plus, le développement, il se fait de manière endogène. C'est-à-dire que on se développe un peu comme des centrales nucléaires. Il est difficile de créer des nouveaux sites, et donc quand on a la chance d'avoir des sites, et ben finalement on se réinvente un peu sur soi-même, avec un phénomène dit un peu de second gate. C'est la création d'une offre diversifiée à côté de l'offre principale. Je pense que l'exemple de l'aquascope au futuroscope cette année est assez une bonne illustration de ça. Il y a un phénomène aussi de resortisation avec des hébergements. Donc, on crée véritablement des destinations qui élargissent aussi d'autant la zone de chalandise, et on travaille aussi sur les extensions de saison, notamment avec des offres en période hivernale. Ça veut dire aussi que la demande, elle est forte, en dépit d'ailleurs de prix qui sont de plus en plus élevés, qui sont aussi la conséquence de ces développements, ce qui montre quand on parle de résilience, il y a une forte élasticité de cette demande. Il faut dire que quelque part, rares sont les formes de loisirs qui s'adressent tout à la fois à toute la famille, grands-parents, parents, enfants réunis, à qui on propose du avoir, du à faire, du à vivre ensemble. Et si on compare par rapport à d'autres pratiques de loisirs, ben en fait elles sont en général beaucoup plus ciblées sur une composante seulement de la famille. Je pense notamment à la pratique sportive ou au spectacle sportif. En tout cas, s'agissant de la mise en marché, ben, le spectre de clientèle est très, très large. J'avais coutume de dire, quand je m'occupais de ces choses-là, qu'il était beaucoup plus large que dans la grande distribution. On a des résidents, on a des touristes, on a des individuels, on a des groupes. Et puis même dans les groupes, il y a beaucoup de sous-segments, scolaires, comités d'entreprise, centres aérés, etc. Et puis une vente directe, vente intermédiaire. En tout cas, aussi, tout ça a beaucoup évolué depuis les fameux 35 ans que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux, je dirais, ont profondément modifié la mise en marché. Ce qui fait aussi le succès des parcs de loisirs, c'est que finalement, ils sont relativement peu standardisés. Je pense à l'hôtellerie, par exemple. Et on est souvent encore sur des moutons à 5 pattes. Et l'innovation reste un moteur très fort. Donc cette innovation, elle est irriguée par le numérique, qui permet aussi des expériences augmentées, de plus en plus immersives. Mais l'innovation, elle se retrouve aussi dans des formes un peu nouvelles de développement de concepts. Je pense aux multiplex loisirs, les fameux Family Entertainment Center, qui regroupent des sports compacts indoor à vocation ludique et marchande, des expériences conviviales autour de restauration à thème, etc. Voilà, donc tout ça se développe d'ailleurs de manière un peu de plus en plus autonome, indépendamment de développement dans des centres commerciaux, qui avait été un peu le début du modèle. J'en termine en disant que l'innovation, quelque part, elle va nourrir aussi les perspectives. Ce secteur qui doit toujours se réinventer, finalement nous projette dans notre sujet du jour, et donc on est très heureux de partager ça avec nos amis de Looping. À toi, Vincent. Et j'annonce que Vincent va nous présenter aussi, avant que nos amis montent sur scène, sa fameuse veille technologique sur le secteur d'activité.
Et oui, absolument. Tu concluais sur le besoin d'innovation, de renouvellement, de nouveautés. Bah, on en a une trace et une preuve quasiment voilà, à chaque revue Internet, chaque revue de presse qu'on peut effectuer. J'ai toujours plaisir à démarrer ces sessions avec une petite sélection. Aujourd'hui, on va parler des loisirs sociaux, les loisirs de proximité, un petit peu de tous les jours qu'on a envie de retrouver autour de la convivialité. Deux exemples. Les multi-loisirs, Thierry les évoquait, ces loisirs compacts, urbains, qui deviennent progressivement de plus en plus grands, avec des surfaces qui deviennent importantes. On dépasse les 10 000 mètres carrés maintenant, alors qu'initialement, dès qu'on avait du sport, c'était très grand. Maintenant, sans activité sportive, on arrive à avoir aussi des très grands volumes. On fera un petit passage en Italie pour aller voir un grand parc thermal qui ouvrira bientôt. On regardera ce que sont devenus des concepts français pionniers. Hein. Il y en a un, vous l'avez peut-être en tête, on en parlera rapidement. Un nouvel avenir sur les loisirs de plein air pour un ancien labyrinthe, à côté de Nantes, avec des activités renouvelées, indoor, outdoor. On commentera la photo du jour autour du golf et de l'avenir de la pratique, notamment indoor. Et sans transition avec le thème du jour, on regardera les nouveautés des grands parcs en France et en Europe. Premier sujet, loisirs sociaux, que j'ai intitulé internationalisation, diversification. On a deux exemples récents. Hein. Vous avez peut-être déjà vécu l'expérience sans ça, c'est une expérience autour des sens. Hein. Vous travaillez plusieurs d'entre eux, la vue, le toucher, le goût, etc. Dans une expérience immersive à effectuer de cellule en cellule. C'est une expérience vraiment unique dont la naissance remonte à celle de l'Escape finalement. Les créateurs avaient voulu créer tout de suite quelque chose d'assez différent et ça a rencontré un très grand succès. Vous en avez forcément à côté de chez vous parce que le réseau est très développé. Il est très développé en France, mais il commence à l'être aussi à l'étranger avec des développements en propre, notamment à Londres et Barcelone. Mais pour aller plus vite et donner encore plus d'ampleur à cette internationalisation, Sensas s'est associé avec Fever, un autre acteur très reconnu, plutôt dans l'événementiel, mais qui commence à diversifier aussi sur du locations-based et du permanent avec son expérience de la production, de l'organisation et des opérations. Et donc cette association entre Sensas et Fever, qui est un accord de coproduction avec des tâches bien réparties, permet à Sensas d'accélérer son développement sur des marchés un peu cibles comme l'Australie et l'Amérique du Nord, et bientôt Bruxelles également. Donc, ça va encore se développer. Autre évolution, Aviasim, qui est une petite pépite française liée à la simulation. Vous avez peut-être aussi déjà vécu cette session de pilotage avec un instructeur professionnel aux commandes d'un avion de ligne. Depuis quelques temps maintenant, Aviasim développe son réseau notamment dans des grands hôtels. Il y a une belle complémentarité entre l'activité hôtelière et cette activité de loisirs. L'Amérique du Nord a été une de ses cibles avec des implantations au Québec, au Canada. Ça continue à se développer. Aviasim vient de racheter un acteur local qui faisait une activité comparable. J'ai oublié le nom, Aerosim, je crois. Et donc, il développe son réseau encore plus. Et il y a un début de diversification avec un rachat très récent qui a été annoncé, celui du studio Gearprod, qui avait produit notamment une expérience très originale de pilotage de sous-marins, une expérience très coopérative. On rentrait dedans, l'expérience est très scénarisée, très décorée. On était attribué chacun à une tâche et ensuite on avait un capitaine qui allait coordonner un petit peu tout le monde et on devait faire une mission comme ça. Une particulière avec ce sous-marin, un au grappin, un à la profondeur, un aux machines, un à la barre, etc. Et donc c'est vrai quand on conjugue ces deux thématiques et ces deux modes de jeu, ou modes d'expérience, on imagine pas mal d'expériences vraiment originales. Donc hâte de voir en tout cas ce que cette association pourra donner. Les multi-activités, on l'a dit, qui deviennent de plus en plus grands. Une inauguration très récente, qui est celle de Planétaire, à Air-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. On dépasse les 10 000 mètres carrés, on est presque à 20 activités différentes, sans activité sportive, si ce n'est un peu de grimpe ludique ou de la tyrolienne, si tant est qu'on peut appeler ça, on va dire, des sports. On est vraiment sur de la pratique très ludique, très récréative. On a même un vélo sur câble, hein, qui est une activité, je crois, inédite en indoor. On la trouve beaucoup en extérieur, enfin de plus en plus en extérieur, mais inédite en indoor. Voilà, on est vraiment sur un lieu de tous les records. On a 3 restaurants, dont un aussi très thématisé sur un restaurant italien. On va trouver voilà, des activités classiques et puis bowling, des choses comme ça, et puis beaucoup d'autres activités plus innovantes. Ce type de parc a la capacité de se renouveler, c'est souvent ça, et les parcs déjà installés, comme l'autre usine à Cholet ou Nikito à Rony, commencent à renouveler aussi leurs activités. Donc c'est un kids park de 600 mètres carrés à l'autre usine pour évoquer
le public enfant, Immersive Gamebox à Nikito pour aller dynamiser encore cette activité immersive et interactive avec des jeux vidéo. Et on précise effectivement de l'hyperbowling à R sur la liste. Merci Guillaume. On l'a aussi, on constate aussi ces grandes surfaces à l'étranger. À Anvers, Experience Factory devrait dépasser les 20 000 mètres carrés et 10 000 mètres carrés dépassés également sur le projet La Croisée des Loisirs, qui est une recréation de site en Suisse, dans le Jura suisse. Voilà, donc on commence effectivement à aller vraiment vers des petits parcs à thème. On en parlera avec nos invités. Un petit tour en Italie pour se réchauffer. Hein. Il fait encore très très froid sur cet hiver. On a tous envie de se mettre dans de l'eau chaude. On pourra bientôt à Milan, il faudra attendre un petit peu le mois d'avril. Un bel exemple de requalification, de rénovation suite à un appel à projet. On est dans le quartier de San Siro, dans le quartier du grand stade du Milan, hein, qu'on voit sur la photo en haut à droite. Un grand parc thermal de 16 000 mètres carrés qui rénove complètement une ancienne écurie des années 20, donc avec un beau style art déco, et qui met en valeur un puits thermal historique qui a été rénové pour avoir un vrai centre thermal. Hein, donc c'est de l'eau homologuée thermale, hein, pour le coup. Donc on peut vraiment faire de véritables soins thermaux là-bas, en plus d'une pratique loisir. Donc on attend ça avec impatience. Les concepts pionniers français, on remonte, Thierry a fait un bel exposé historique des créations des concepts de loisirs. On a d'autres dates, hein, beaucoup, et c'est une histoire très très intéressante à suivre. La Géode remonte à 85 avec la création de la Cité des Sciences et du Parc de la Villette. Elle est longtemps restée fermée, on a eu 6 ans de travaux. Elle vient de rouvrir, exploitée maintenant par Pathé, donc on peut retrouver les 1000 mètres carrés d'écran IMAX en réservant simplement via l'application et le site de Pathé. On y trouve beaucoup de programmation documentaire, mais également quelques films en IMAX de temps en temps. Et comme autre pionnier des loisirs français, le Marineland d'Antibes, ouvert en 75, qui vient tout juste de fermer ses portes. Il y avait eu pas mal de complications dans l'exploitation. Bon, c'est un sujet qui a été largement documenté, largement commenté. On ne va pas insister, on en parlera probablement avec nos invités tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, c'est un parc pionnier dans le domaine qui ferme et qui laisse encore un peu incertain pas mal d'animaux qui sont encore sur place. J'en parlais aussi dans l'univers de l'outdoor, des parcs qui se renouvellent, qui évoluent. À côté de Nantes, on avait un grand labyrinthe du Bourguenais, qui est resté fermé une dizaine d'années, qui était en vente et qui vient d'être repris sur un concept aventure, Nantes Aventure, indoor-outdoor, avec une partie en extérieur, un terrain de paintball qui, là, pour le coup, est assez immersif, assez thématisé sur le thème du débarquement. On en voit une image ici. En intérieur, on va trouver du quiz, de l'escape game également, un site de lancer de hache, un parc des pistes de lancer de hache sur un thème viking. Donc on voit qu'il y a une vraie ambition sur le décor, la théma. Le labyrinthe, bien évidemment, grand marqueur du site, est réhabilité et réouvert également. Donc ça aussi, c'est en préouverture et bientôt disponible à côté de Nantes. Donc une réinvention aussi des loisirs en extérieur. La photo que je voulais commenter aussi aujourd'hui avant de passer au parc, c'est celle-ci. Alors ceux qui sont amateurs de golf dans le public auront peut-être eu connaissance de cette toute nouvelle ligue, la TGL, pour Tech Infused Golf League, qui vient de démarrer dans un complexe spécialement construit pour l'occasion en Floride, à Palm Beach. Ce sont des grandes stars du golf qui sont à l'origine de cette nouvelle compétition de golf purement indoor. Donc on retrouve dans ce site des arènes pour une mise en public, hein, très, très clairement, un écran qui reprend les principes des simulateurs de golf qu'on peut trouver dans pas mal d'endroits maintenant, un green, zone de putting adaptée, et on a une ligue complète avec un sport qui va se jouer par équipe, donc qui renouvelle complètement l'expérience du golf qui était en plein air, difficile à suivre, plutôt individuel. Là, on change complètement la pratique en indoor à travers la compétition. Et ça fait écho à pas mal de développement de grands sites de golf indoor qu'on va trouver aux États-Unis aussi, de plus en plus grands, de plus en plus complets en termes de pratique, avec une grande zone de putting au milieu, un système de mapping qui permet aux joueurs de suivre leur balle et de suivre des parcours particuliers pré-tracés sur le sol, des zones de frappe sur écran également en simulation. Donc voilà, on assiste aussi à une petite évolution de ce grand sport de plein air qui commence aussi à s'intérioriser, à se miniaturiser. Alors, c'est pas complètement nouveau, mais en tout cas, beaucoup de sites sont assez intéressants à regarder de ce côté-ci. Et là, on a en plus une visibilité majeure qui est donnée par cette compétition-là, avec des grandes stars du
du golf, un petit peu comme l'essor de l'escalade a aussi été porté par le fait que ce soit devenu une discipline olympique pendant les JO de Tokyo. Donc on voit cet écho entre des nouveaux lieux de pratique, des nouveaux lieux sociaux autour d'une activité et une médiatisation importante liée aux compétitions. Et sans transition, avant d'accueillir nos invités, les grandes nouveautés des parcs d'attractions, pour contextualiser un petit peu les nouveautés dont on parlera tout à l'heure avec nos invités. Bon, belle année, beau programme, nouveau spectacle à Disneyland Paris qui utilisera le château comme d'habitude, mais également toutes les façades de la Main Street, ça c'est une nouveauté. Le parc Spirou qui est un des derniers nés des parcs français, hein. Thierry exposait la difficulté maintenant de créer de nouveaux parcs. Spirou est un des derniers, il continue son expansion avec une zone dédiée à Naruto et un nouveau Grand 8. Futuroscope crée une attraction aquatique, là aussi une belle évolution pour l'offre loisir de ce parc-là, qui est un hybride, un Grand 8 hybride avec une partie sèche, une partie aquatique, sur le thème du triangle des Bermudes. Le zoo de Beauval accueille des singes dorés, qui est une espèce assez exceptionnelle, très rarement présentée, elle est essentiellement présentée en Asie. Le Puy du Fou inaugure un nouveau spectacle autour de l'épée du roi Arthur et a lancé une chasse au trésor assez inédite par son ampleur et la valeur de la prime. Le parc Astérix, pour compléter, on ne va pas citer tout le monde, il y en a beaucoup, on a dû faire une sélection, ouvre cet Automatics également, un Grand 8 familial avec des petits wagonnets qui tournent sur eux-mêmes. Voilà, sur le thème du célèbre forgeron. Et ça, c'est pour la France uniquement, c'est déjà pas mal. Et si on passe à l'étranger également, petite sélection avec toute une nouvelle zone qui se refait à Walibi Belgium, sur le thème des docks, avec également un nouveau Grand 8 et toute une partie de nouvelles restaurations, nouvelles boutiques et rethématisation de pas mal d'attractions déjà présentes, hein. On crée vraiment des nouveaux quartiers. Un nouvel hôtel haut de gamme à Efteling, un très grand parc qui est aux Pays-Bas, une nouvelle attraction interactive sur le thème du Grand Prix en Europe à Europa Park, et un tout nouveau parc en Floride. On parle d'Epic Universe sur le resort Universal, qui avait déjà 2 parcs, un parc aquatique, plusieurs hôtels. On attend pour le mois de mai la création d'un 3e parc qui va reprendre une grande partie des sites. Une grande partie des sites, des grandes licences du groupe, hein. Donc on va retrouver des expériences sur Dragon, sur Animaux Fantastiques et bien d'autres. Voilà, donc ça c'est un petit tour d'horizon. On pourrait en parler encore longtemps. Il y a pas mal de presse spécialisée sur le net qui pourront détailler ces nouveautés. Mais voilà, sans plus attendre, on va passer la parole à nos invités, retrouver évidemment nos actualités sur les réseaux, Voltaire et Funfair City en vous abonnant. Et maintenant, voilà, on va pouvoir accueillir et démarrer notre session du jour. Et on a le plaisir d'accueillir Régis Marcet, CEO du groupe Looping, qui va nous présenter un petit peu le panorama, le bilan de saison à une échelle européenne et les premières perspectives. Et on aura également le plaisir d'entendre Céline Talino pour le zoo de la Flèche et Antoine Lacarrière pour la mer de Sable, également toujours avec un bilan de saison, une analyse sur ce qui s'est passé. On commentera notamment les sujets de météo qui sont extrêmement sensibles pour ces sites-là, et puis les perspectives, les nouveautés. Alors, je vais inviter Régis à nous retrouver pour sa présentation, en espérant qu'il... Ah, très bien, super. Merci Régis, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, ravi d'être avec vous. Merci à Thierry et Vincent de m'inviter. Pour rentrer, vous parler un petit peu de Looping, on s'est dit qu'on allait commencer par une petite vidéo. C'est une vidéo qu'on a préparée en fait de façon, pas une vidéo publique, hein, c'est une vidéo qu'on a préparée pour notre événement de fin d'année, pour quand on réunit tous nos managers pour faire un petit bilan de la saison. Et donc voilà, je propose qu'on commence par cela. On va lancer cette vidéo. Je ne sais pas s'il y a le son. Je sais pas s'il y a le son ou je commente. Je crois que le public va la voir avec le son par défaut. Idéalement, c'est bien que tu puisses la commenter. Donc, on va inviter tout le monde à couper le son de la vidéo pour qu'on puisse t'entendre par-dessus. Je pense qu'il faut que chacun le fasse de son côté. Voilà. L'acquisition qu'on a faite l'année dernière. Très beau parc, 400 000 visiteurs. La mer de Sable, on va en parler tout à l'heure avec Antoine qui est avec nous. Et l'Endorn, donc là on est aux Pays-Bas, à l'est d'Amsterdam, près de la frontière Allemagne. Fort Fun, on est en Allemagne, près du Düsseldorf. Croatie, parc aquatique magnifique, qui a 3 ans. Bagatelle, on est sur la côte d'Opale, un parc d'attractions qui a été ses 70 ans cette année. Très, très connu. Mini Château, là on revient sur l'ouest à Amboise, donc un parc de miniature
voiture. Aquapark, là on part en Suisse, un parc aquatique indoor. Là, pour les fans de Fort-Breton, c'est l'aquarium de Saint-Malo, on a fait les championnats de France du Fort-Breton. On repart au Portugal, c'est un parc aquatique outdoor, magnifique, près de Porto. C'est important cette année. Zoo de la Flèche, on a la chance aussi d'avoir Céline Talino avec nous, qui nous parlera plus précisément du Zoo de la Flèche tout à l'heure, avec son offre d'hébergement en particulier. Alors, on retourne en Croatie, c'est un parc qu'on a acquis il y a 2 ans, c'est un parc aquatique, outdoor. Drayton Manor, une acquisition en 2020, en plein milieu du Covid, près de Birmingham, avec gros investissements cette année. On va parler. Planète Sauvage, près de Nantes, on est dans un safari, avec aussi un offre d'hébergement qu'on a développé sur les dernières années. On redescend dans le sud, on est à Séville, dans un parc d'attractions, avec un parc aquatique adossé à ce parc d'attractions qu'on a développé. Là, c'est pas dans l'ordre, hein. Là, on remonte à Birmingham, désolé. Safari, donc là, on est dans un safari aussi, on parc de 800 000 visiteurs, avec aussi une offre d'hébergement qu'on a développé. Donc, thank you all for this event, c'était évidemment adressé à nos équipes. De célébrer cette fin d'année. Ok, Donc, très bien. On te laisse Ansel expliquer, puis ensuite on accueillera nos autres invités. Merci Aïs, on te laisse présenter. Alors, il manque un parc dans cette petite présentation vidéo là, puisque c'est vraiment un hasard du calendrier, mais sauf qu'on a signé ce matin l'acquisition de nouveaux parcs, c'est pour ça qu'on a actualisé même la présentation en live tout à l'heure, qui est l'acquisition de Terra Botanica à Angers, à travers un partenariat sur 40 ans avec la ville d'Angers et le département de Maine-et-Loire. Donc voilà, le petit dernier qui nous rejoint est ravi. C'est un parc iconique qui a eu une très très bonne performance sur les dernières années. C'est un parc hybride en fait entre le jardin botanique initialement qui progressivement a renforcé son offre ludique. Et donc est tout à fait en ligne aussi avec nos orientations en termes de développement durable. Donc on est ravis d'accueillir ce nouveau parc. Donc la presse a été actualisée il y a quelques secondes ou quelques minutes et tout ça sera communiqué publiquement plus tard. Donc aujourd'hui le groupe Looping c'est 20 parcs dans 8 pays. Alors c'est un tiers France, un tiers Angleterre, 10% Espagne, 10% Pays-Bas maintenant, et puis le reste d'autres pays, Suisse, Portugal, Allemagne. Donc voilà, il faut bien retenir que là en effet on est quand même très exposé au marché français et anglais. 7 millions de visiteurs, 850 personnes, dépenses moyennes par visiteur 33 €, on est dans le loisir à la journée. Là-dedans c'est intéressant pour vous de savoir qu'on à peu près 20% correspond à la restauration. Alors ça peut varier entre les parcs, parfois ça peut aller plus que ça, mais en moyenne on est à peu près à 20% sur la restauration, 5% sur le retail, et puis évidemment la grosse composante c'est l'admission, et plus marginalement aussi des services complémentaires qu'on offre et qu'on développe d'ailleurs de plus en plus. Et puis, on a 78 lodges qui sont d'hébergement très, très spécifiques, et on va en parler tout à l'heure avec Céline, et un hôtel de 150 chambres à Drayton Manor, près de Birmingham. Et donc, notre activité, elle est divisée en 4 verticales, plus une qui s'imbrique en fait. Donc, c'est les parcs d'attractions, parcs mécaniques, les parcs aquatiques, indoor ou outdoor, les parcs animaliers, les aquariums et l'hébergement en fait qu'on a vraiment développé sur les dernières années, qui avait été la Flèche qui avait été précurseur dans cette offre très exclusive, extrêmement immersive. On n'est pas dans des hôtels de parc sur les parkings, on est vraiment dans le parc. Et donc, fort de cette expérience, de cette acquisition ensuite de la Flèche, on a pu dupliquer ce modèle à Planète Sauvage et à West Midlands Safari Park en Angleterre. Et donc les chiffres clés, juste pour vous donner une idée, on a à peu près 225 millions d'euros de chiffre d'affaires et un rythme de croissance soutenu qu'on voit ici. Alors on a l'habitude de dire qu'en fait on est un jeune groupe, mais en fait on exploite des parcs qui sont très anciens. On a parlé tout à l'heure de Bagatelle qui fête ses 70 ans, Drayton doit fêter ses 75 ans,
bientôt. Drivit, je crois qu'on est à 85 ans en existence, donc on est dans le multigénérationnel. Mais le groupe en lui-même était assez récent, puisqu'il a été créé en 2011 par Laurent Brelois, adossé à un fonds qui s'appelait HIG. Et donc, fort d'une conviction qu'il y avait une place à prendre, en fait, et qui est toujours notre vision d'ailleurs, future, c'est de devenir le leader européen des parcs de loisirs régionaux. Donc, qui est le marché en fait qui se situe entre le local et les parcs de destination. Donc, on n'est pas dans l'hyper local, on a des zones de chalandise entre 1 heure qui vont jusqu'à 1, 2, voire plus, mais c'est essentiellement ça en moyenne. Et en effet, on n'est pas des parcs de destination, c'est-à-dire que les gens ne traversent pas la France ou des très très longues distances pour nous venir. Pour venir nous voir. Ce qui fait qu'en fait, on a des marques qui sont très très fortes localement. C'est-à-dire que les parcs dont on a parlé, probablement, finalement, ceux qui sont en France, vous les connaissez peut-être en fonction de votre expérience, mais à l'étranger, pas forcément. Mais dans leur région, ils sont extrêmement connus. C'est des marques très, très fortes qui font partie du patrimoine local régional. Et donc, voilà la croissance là, sur les 13 dernières années. C'est un mix entre croissance organique, donc on développe nos parcs, on investit beaucoup dans les nouvelles attractions, les nouveaux toboggans, les nouveaux environnements animaliers. On enrichit l'offre. On investit à peu près 15% de notre chiffre d'affaires tous les ans. Et puis la croissance externe où on a fait 13 acquisitions, je crois, sur les dernières années, qui en moyenne, ça veut dire une acquisition par an, mais bon, il y a des années où on en fait plus, des années enfin moins. Et donc on est sur une croissance finalement partagée entre l'organique et c'est vraiment ça quand on regarde année après année, on est moitié en croissance organique et moitié en croissance externe. Et le M&A, donc la croissance externe, nous a amené aussi des diversifications. C'est-à-dire qu'au tout départ, il n'y avait que des parcs d'attractions et parcs aquatiques, des aquariums. Une acquisition de Planète Sauvage en 2015 qui nous a fait rentrer dans les parcs animaliers. On a ensuite une verticale qu'on a développée avec La Flèche et West Midlands Safari Park. Et l'acquisition de La Flèche, finalement, en 2017, était aussi une sorte de diversification parce que ça nous a permis vraiment, comme je disais tout à l'heure, de rentrer dans le marché de l'hébergement exclusif et immersif qu'on a en plus après dupliqué dans d'autres verticales et qui nous pousse aujourd'hui aussi à nous poser la réflexion de développer cette sorte d'hébergement très, très expérientiel à d'autres verticales que nos parcs animaliers. Voilà sur l'histoire du groupe. Par rapport à ce groupe de 20 parcs dans 8 pays, c'est vrai que ça peut paraître c'est peu standardisé, on n'a pas une marque commune, donc on a des parcs qui sont très différents en soi, dans leur marché, dans leurs produits, mais il y a un ADN commun et c'est important pour nous de garder cet ADN dans le développement futur, pas oublier d'où on vient. On est dans le régional et on reste dans le régional. Alors il y a des gros parcs régionaux, mais on reste dans le régional. Notre public cible, c'est familles avec jeunes enfants. On a des marques locales fortes, ancrage régional très fort dans les communautés. On a parfois, on parlait des visiteurs qui étaient multigénérationnels avec les grands-parents, les parents et les enfants. On a aussi même dans nos équipes même du multigénérationnel avec des salariés, les parents travaillent dans le parc, donc qui créent un attachement viscéral parfois de nos équipes avec leur parc, qui est quelque chose, un vecteur fort d'engagement évidemment. Taux de revisite élevé, 62% en moyenne, mais on a beaucoup, et en particulier sur les parcs d'attractions, on est plutôt à 80-85%. C'est-à-dire qu'on a une base de clients très fidèles, loyales, qu'on doit évidemment en permanence donner des raisons de revenir nous visiter. On va renouveler notre offre, renforcer notre activité, apporter des nouveautés. Mais en tout cas, on a beaucoup de revisites qui nous différencient quand même finalement du parc de destination dont on parlait tout à l'heure. L'expérience immersive, on offre une connexion à la nature, on n'est pas tech. Tester un peu de réalité virtuelle, réalité augmentée, mais finalement on se dit que on va aussi se différencier de ce point de vue-là. On est dans des écrins de verdure en général. On travaille beaucoup le végétal, cette mise en ambiance. Et donc finalement on est assez low-tech dans l'expérience visiteur en elle-même. Je veux dire, dans le site évidemment on se digitalise comme toutes les entreprises
et Thierry l'évoquait tout à l'heure, mais en tout cas dans le produit, dans l'expérience, dans l'attraction elle-même, on est low-tech. On est abordable, c'est quelque chose qu'on veut rester dans un contexte en effet inflationniste. On veut que voilà, des familles avec des enfants de CSP moins puissent venir passer une journée et une expérience de déconnexion dans nos sites. Et facilité d'accès et temps de trajet court. Bon, ça, c'est la zone de chalandise régionale. Et puis, chaque site est profitable avec des équipes de direction autonome. Donc ça, vous allez voir déjà tout à l'heure avec la qualité de nos directeurs de site, mais on est une organisation décentralisée. On a une holding qui est pas lourde en soi, mais parce qu'on est de la conviction que parce qu'on opère des parcs régionaux, le moteur et l'innovation, tout vient du local. Et donc, on a des directeurs, en fait, qui sont des chefs d'entreprise. Ils sont d'ailleurs tous actionnaires du groupe Looping en soi. Mais pour nous, c'est très important, en fait, d'avoir des équipes autonomes, fortes, compétentes. Et le groupe arrive en soutien et en support de ces équipes fortes. Avec le challenge de toute boîte en croissance, de garder cette proximité, ce management de proximité avec le développement d'un groupe qui grandit, qui doit aussi se structurer et mettre en place certains process. Voilà. Donc, trouver un peu l'équilibre entre le local et finalement un groupe qui grandit, mais aussi qui nous permet, cette croissance, elle nous permet d'être plus forts et d'amener aussi des nouvelles compétences au sein du groupe qu'au niveau d'un parc, on ne pourrait pas forcément se permettre d'avoir. Si on a le temps tout à l'heure de revenu management en particulier, ce sont des compétences de plus en plus pointues, ou le marketing digital, ou la conduite de projets vraiment très spécifiques, ou bien en effet le fait d'être plus gros, on est plus fort et on attire des talents aussi dans ce domaine. Alors, la saison 2024. C'est pas facile de trouver un nom pour résumer cette saison parce qu'elle c'était une saison, on va dire intéressante, et en tout cas je trouve en effet qui confirme notre modèle. On a beaucoup investi en 2024, comme en 2023, comme les années d'ailleurs passées, et mis en place beaucoup d'initiatives dans les parcs et au niveau du groupe. Pour améliorer à la fois la satisfaction et notre performance commerciale et opérationnelle. On a fait des gros investissements à Drayton Manor en particulier. On a investi sur un family coaster, un coaster familial d'Intamin de 580 mètres. Donc un gros investissement qui nous permettait en plus d'adresser un public plus jeune, puisqu'on était très équipé à Drayton Manor sur des manèges à sensations. Et donc, on a décidé d'adresser en fait plus ce public famille jeune enfant dont je parlais tout à l'heure, qui est notre cœur de cible. Et donc, c'est un coaster qui est accessible à partir d'1,10 m et que vous pouvez vraiment partager en famille. Thierry aussi parlait de ces expériences pour nous qui sont fondamentales, de pouvoir que les jeunes puissent aller avec leurs parents et vivre cette expérience ensemble pour pouvoir marquer les mémoires. Et pareil, on a rénové le Wave. Alors, le Wave, c'était aussi un Intamin coaster, mais avec une trentaine d'années, mais qu'on a complètement rétrofité, qui était un coaster suspendu, on a changé les trains pour en faire quelque chose, un coaster assis, mais qui a gardé en effet toute son adrénaline, mais qui a permis aussi de baisser d'1,40 m à 1,20 m, par exemple, le seuil pour pouvoir le pratiquer. Toujours dans cette idée de repositionner le parc sur un public plus jeune. Donc ça, c'est Art Engineering pour les connaisseurs qui a travaillé avec nous sur le Wave. La flèche, la plaine Serengeti, on va en parler tout à l'heure. On a mis en place un très beau toboggan à bouée de piste à Marante. Ça, c'est Vigande qui nous a construit cela. On a mis des nouveaux lodges aussi à West Midlands, des lodges Hippo et Wild Dogs, des camons. Donc ça fait 8 lodges l'année dernière.
Donc voilà, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'ambitions. On surfait encore sur 2002-2023. Mais on a eu, évidemment, comme tout le monde, des mauvaises surprises par la météo. Alors nous, on clôture fin septembre, donc quand je parle de la saison 2024, pour nous, elle commence le 1er octobre 2023. Et donc là, on est sur Halloween 2023. Déplorable, évidemment, avec des inondations, des tempêtes. On a commencé, je veux dire, très dans le dur. Et puis, grâce à l'agilité, je pense qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, et Antoine va en parler tout à l'heure. La situation, le météo a continué à être très compliqué, hein, avec des hauts et des bas jusqu'à juillet. Et puis, comme tout le monde, hein, finalement, quand on fait le bilan de la saison et on en parle avec les autres groupes ou les collègues, en fait, hein, on a vécu les mêmes choses dans les mêmes pays, d'ailleurs, parce qu'on parlera après des différences entre pays. Mais jusqu'à juillet, ça a été quand même compliqué. Et puis, on a tous été un peu pas surpris, mais enfin en tout cas très heureux de la performance sur août en particulier, où là qui nous a permis en effet de récupérer une grosse partie de notre retard. Et au global, finalement, on est à même nombre de visiteurs à peu près, et avec évidemment des augmentations de tarifs, hein, pour accompagner nos augmentations de nos charges, et avec aussi l'hébergement aussi qui nous a aidé évidemment pour apporter du business supplémentaire, pour arriver à une croissance du chiffre d'affaires au niveau du groupe à 4%. J'ai périmètre constant, c'est-à-dire que évidemment hors croissance externe, hors acquisition de Drivlit l'année dernière. La France a souffert globalement plus, hein, que nos autres pays, et ça se voit d'ailleurs dans les chiffres macroéconomiques, hein, de la performance du secteur du tourisme en France. Et la France et l'Angleterre. Alors c'est les deux marchés qui malheureusement là où on est le plus exposé. Mais en tout cas, c'est vrai que sur l'Angleterre aussi, on a eu une performance moindre qu'attendue. Et là, avec on peut avoir sur l'été, on a eu 40 jours d'affilée de prévision de pluie. Vous savez qu'on est finalement beaucoup plus sensible à la prévision elle-même que la réalité sur le terrain du jour de la visite. Et donc ça forcément, ça a en effet très impacté notre performance. Satisfaction visiteur stable. Alors qu'évidemment, on voudrait qu'elle s'améliore, hein. Tout est fait pour, elle va continuer à s'améliorer. Avec, je dirais juste un petit commentaire, on sent en effet une sensibilité encore plus importante au temps d'attente, aux attractions, aux restaurations. Et ça, c'est l'irritant en fait qu'on voit grandir. Et on l'a vu après le Covid. Hein, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel évidemment on doit travailler d'un point de vue opérationnel. Et puis engagement salarié en croissance. On a eu moins de problèmes de recrutement quand même que les années passées. Moins de turnover, moins d'absentéisme. Et évidemment, là aussi, je pense que comme l'ensemble de l'industrie, on met tout en place. On met tous en place aussi des mesures. On apprend de ces dernières années aussi à nous professionnaliser pour gérer ce sujet de l'humain qui est clé dans nos parcs, évidemment. Et puis un contexte inflationniste sur les charges. Alors, la masse salariale, nos coûts a sensiblement augmenté, avec des augmentations de salaire minimum auxquelles on est évidemment très exposé, très importantes dans certains pays. On est sur des augmentations entre 10 et 15%, si on prend l'Allemagne, l'Angleterre, la Croatie, sur une année. Hein. Et c'est plusieurs années d'affilée comme ça qu'on a eu sur des augmentations. Donc, forcément, ça a beaucoup d'impact sur notre compte de résultat. Mais voilà, donc du coup, en fait, ce chiffre d'affaires qui augmente avec des charges qui elles-mêmes augmentent dans des proportions un petit peu supérieures, font que voilà, on est en croissance de résultats, mais en dessous de ce qu'on avait espéré, se disant que finalement 2023 nous permettait d'être très ambitieux sur 2024. Bon, voilà, finalement, la météo essentiellement nous a ramené sur un niveau de performance inférieur. Et puis la résilience, c'est vrai que on se rend compte quand même que grâce à cette agilité de tous nos directeurs de site, des équipes et notre modèle diversifié
parcs, de pays, nous permet finalement de tamponner ce type de situation. Il y a des sensibilités à la météo qui sont différentes. On voit bien aux Pays-Bas et en Allemagne, où finalement la météo était sensiblement identique à la France, que eux ont été finalement moins impactés. Et on voyait bien dans les swings, les variations de fréquentation quotidienne, une différence de ce point de vue-là. Et enfin, juste rapidement, sur les facteurs différenciants, la météo est de plus en plus forte. Je pense que l'offre de l'indoor, qui s'étoffe, et je pense que Vincent, un grand spécialiste du sujet, quand il pleut, les gens ne viennent pas chez nous. Avant, ils venaient un petit peu parfois, mais de moins en moins parce que l'offre alternative de loisirs indoor, en fait, probablement nous impacte. L'humain, on voit bien les différences de performance entre les parcs où il y a des directeurs de parcs forts qui arrivent à gérer ces swings de fréquentation d'un jour à l'autre qui sont très très durs en termes d'équipe à gérer et à s'adapter. Le produit, parce que le secteur est de plus en plus mûr, et je pense que nos visiteurs savent évaluer la qualité de nos produits, et donc ça nous impose après l'excellence et de gérer aussi le prix au mieux de ce produit perçu, cette qualité perçue. Et le revenu management, là on voit aussi dans tous nos parcs, les parcs qui suivent, on suit l'impact de l'agilité sur la gestion de nos tarifs pour être capable de capter la volonté de payer en fait de nos visiteurs à un moment donné par rapport à une situation, un timing de visite très clé, et on se développe là-dessus avec aussi des outils et des compétences. Alors, peut-être Céline, un bilan peut-être plus spécifique sur la flèche. On parlait de 2025. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon, t'entends. Parfait. Donc effectivement, un bilan un peu plus spécifique concernant le parc zoologique de la Flèche que je dirige depuis maintenant 7 ans. Juste rapidement représenter le parc, pour ceux qui ne connaissent pas le territoire sarthois, qui est à 2h30 de Paris. Donc parc de 21 hectares qui a ouvert en 1946. Qui s'est énormément développé ces 20 dernières années. Nous avons actuellement sur le parc 1500 animaux, 160 espèces, donc situé dans l'ouest de la France et énormément entouré de collègues, partenaires, autres parcs zoologiques, puisque dans un rayon de, on va dire, 2 heures autour du parc, si on trace un cercle, on a dans tous les coins du cercle un parc zoologique pas très loin du zoo de la Flèche. Aujourd'hui, le zoo de la Flèche est ouvert toute l'année, et notamment on a accentué ça lorsque l'on a créé notre offre d'hébergement. Je vous la présenterai un peu plus plus en détail tout à l'heure, et c'est important de comprendre cette offre parce que elle a été clé dans les projets de développement du parc ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on accueille entre 310 et 350 000 visiteurs par an. Et évidemment, comme la plupart des parcs, on a des offres complémentaires comme la boutique, la restauration, soigneur d'un jour aussi, qui est une activité où l'on propose à des clients, presque 5000 clients, le temps d'une demi-journée, de passer un temps avec un soigneur pour découvrir les coulisses du parc, activité qui représente aujourd'hui 750 000 € quand même de chiffre d'affaires, donc qui est pas anodine, mais qui permet aussi de booster l'activité du parc. Et au niveau du territoire, le zoo de la Flèche est le 3e site touristique des Pays de la Loire, après le Puy du Fou, qui est bien loin après le Puy du Fou évidemment, qui est sur le territoire des Pays de la Loire. Et en 2e position, nous avons les Machines de Lille, donc c'est une animation au cœur de Nantes, qui est rentrée comme étant un site touristique depuis 2 ans. Concernant l'activité spécifique des hébergements, j'en parle aujourd'hui parce que clairement c'est 41% du chiffre d'affaires du parc.
C'était pas le cas il y a quelques années. On a créé cette offre en 2013. On a commencé avec l'ouverture de 4 lodges avec un concept totalement novateur à l'époque. On était dans les premiers en France à proposer ce complément d'activité, notamment avec des hébergements face aux tigres blancs et aux loups arctiques dans le parc. Donc les lodges sont vraiment implantés au cœur du parc. Il faut rentrer par l'entrée principale pour pouvoir séjourner dans les safari lodges. Et aujourd'hui, on compte 20 hébergements, 20 lodges sur 8 univers différents, donc tels que je l'explique là, lion, tigre, ours polaire, ours grizzly, lémurien, guépard. Et nous avons construit en 2023 un nouveau concept, donc, toujours implanté en plein cœur du parc. Donc c'est un hôtel de 12 suites sur 2 univers. Donc une partie de l'hôtel, donc c'est un bâtiment qui est formé en forme de H avec toujours une vision directe sur les animaux. Donc une partie des hébergements des suites donc qui donne une vue sur les lions et une deuxième partie qui donne une vue sur les guépards avec au milieu de cet hôtel un espace commun, notamment restauration, bar, lunch, d'un côté qui donne encore une fois sur les lions et de l'autre côté sur les guépards. Donc quelqu'un qui séjourne face aux guépards peut dîner par exemple ou prendre un cocktail face aux lions. Donc un concept qu'on a conçu parce qu'on avait énormément de demandes groupées. Comme les lodges sont séparés un peu partout sur le parc, quand on avait des demandes de groupes ou de familles qui souhaitaient venir en nombre, c'est vrai que c'était compliqué de proposer cette alternative. Donc avec l'hôtel aujourd'hui, on peut leur proposer des séjours en commun. Donc toute l'offre d'hébergement de la Flèche depuis 2013 représente un investissement de 8,2 millions d'euros. Aujourd'hui, on a une vraie logistique et une gestion opérationnelle autour de ce pôle qui est important puisqu'il est aujourd'hui composé de 50 personnes, équivalent temps plein. Et donc c'est vrai que je l'ai pas précisé dans la présentation, mais on est sur un taux d'occupation de 90% à l'année, donc que ce soit de janvier à décembre. Donc on a vraiment une demande tout au long de l'année qu'on va évidemment atteindre 100% entre mars et septembre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a une satisfaction énormément incroyable, à 9,25 sur 10, sachant que 98% de la clientèle est française. Les 2% restants, c'est une clientèle francophone, plutôt belge, suisse. Et on interroge une clientèle 100% française, donc avec un taux de satisfaction extrêmement élevé. Donc je rentre dans le détail de cette offre d'hébergement parce que je switch avec le bilan de saison 2024. J'ai pris les arriérés parce que c'est important de comprendre aussi l'évolution du parc. Et notamment, Régis, tu le disais bien tout à l'heure, la saison 2024 a été marquée quand même avec une météo catastrophique, sachant qu'on est ouvert toute l'année. Les vacances de la Toussaint 2023 ont été, on avait déjà perdu 30% sur les 15 jours de vacances de la Toussaint. On a continué sur les vacances de décembre. Alors même si c'est pas des périodes à forte fréquentation, on continuait à creuser notre tard, tout en, là je parle vraiment de la fréquentation du parc, et tout au long de la saison, ce n'a été que ça, de la pluie, des températures en dessous des températures de saison, avec un juillet-août clairement pluvieux. Je crois bien qu'on n'a pas souvent dépassé les 25-26 degrés en Sarthe. Donc forcément, il y a eu un impact considérable sur la fréquentation. Donc sur le graphique que vous voyez devant vous, la fréquentation, c'est les barres en vert. Donc on a terminé avec 312 000 visiteurs sur la saison 2024, donc chiffre clôturé au 30 septembre. Et la courbe que vous voyez au-dessus, c'est le chiffre d'affaires. Et pourquoi je vous parle de l'offre d'hébergement? Parce que lorsqu'on a ouvert l'hôtel, notamment les Safari Suites en juillet 2023, sur la saison 2024, on a eu l'effet année pleine de l'ouverture de cet hôtel qui a généré 2,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a permis justement de faire une progression de notre chiffre d'affaires de 10% en plus par rapport à 2023, malgré une saison compliquée en termes de météo. Alors oui, il y a eu la météo, mais il y a eu aussi un effet Jeux Olympiques, même si la Sarthe, on est à presque 3 heures de Paris. Malgré tout, on a senti quand même un ralentissement l'été dernier.
Et on l'oublie très vite, mais on a quand même eu des élections européennes qui ont engendré une dissolution, donc 3 dimanches d'élections. Nous, on sait que les dimanches d'élections, c'est quand même en juin, juillet, donc c'est quand même des dimanches où on a très très peu de fréquentation ces journées-là. Donc tout ça réuni, effectivement, au 30 septembre, on avait une fréquentation en baisse. Et le camembert juste à côté par secteur, ça permet d'avoir une vue sur la répartition du chiffre d'affaires total du parc. Là où la billetterie, on est à 30% du chiffre d'affaires du parc. Aujourd'hui, les hébergements, c'est 41%. Donc la stratégie, elle est importante dans le sens où, par rapport à ça, on met en place différentes choses. Comme le disait tout à l'heure Régis avec la nouveauté 2024. J'ai volontairement mis également la nouveauté 2023 avec les Safari Suites, dans ce fameux hôtel en forme de H, avec une vue sur les lions et les guépards. Et donc, ce qui a permis la performance des hébergements de la Flèche permet de pouvoir poursuivre les investissements des environnements animaliers, parce qu'il ne faut pas oublier notre cœur de métier, on est quand même un parc zoologique, et pour le coup, c'est important aussi de continuer soit la rénovation de nos environnements animaliers qui peut être vétuste et qui ont plus d'une vingtaine d'années, ou soit justement agrandir le parc, et c'est ce qu'on a fait en 2024 avec l'extension de cette plaine girafe qui fait presque 1,5 hectare à elle seule, plus les abords, les bâtiments et le circuit de visite, on est sur une extension de 3 hectares. Donc indirectement, les hébergements permettent aussi de développer justement les projets de développement animalier du parc. Et donc, en parallèle, je vois une question, donc Keeper, pardonnez-moi, c'est soigneur d'un jour. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est les fameux 750 000 € de chiffre d'affaires sur une animation qui est proposée à nos visiteurs. L'avantage de soigneurs d'un jour et des lodges et des suites, on est sur un principe de réservation assez longtemps à l'avance. L'avantage de développer des activités comme celle-ci, c'est que quelle que soit la météo, c'est réservé. Donc forcément, le jour J, qu'il fasse mauvais ou un beau soleil, nous avons quand même cette clientèle qui est validée, verrouillée et qui permet de performer sur la saison. Donc voilà, et juste pour compléter un petit peu, parce que je vois qu'il est bientôt 12h30, mais par rapport aux actions qui ont été menées, parce que évidemment, malgré une mauvaise météo, faut quand même essayer d'aller trouver des ressources pour justement ne pas passer à côté. Donc on a développé l'offre d'hébergement, mais pas que. On a aussi augmenté considérablement nos dépenses digitales. J'ai mis quelques données en dessous où clairement 22% du trafic de ce qu'on a dépensé sur Google et Meta a engendré 18% des achats de billets en ligne sur la partie parc, et sur la partie hébergement, là encore 18% du trafic des dépenses captées par Google et Meta ont engendré 16% des ventes de séjours sur la saison 2024. Et en parallèle, on a mis en place début juillet le dynamic pricing avec une gestion par tarification de billets calendaire. On a considérablement augmenté nos prix en juillet, août et sur des moments forts comme le 14 juillet, le 15 août, avec des tarifs online. Et ça a énormément boosté de la billetterie datée en dynamic pricing. Ça fait déjà 2, même 3 ans qu'on y pense. Donc, il fallait trouver la bonne mécanique et la bonne méthodologie et surtout le paramétrage nécessaire pour le mettre en place. Depuis qu'on l'a mis en place, on a boosté nos ventes de billetterie en ligne. Et là encore, une billetterie datée, quelle que soit la météo, on verrouille quand même nos visiteurs. Voilà ce que je peux vous dire pour le zoo de la Flèche. Et je laisse la parole à mon collègue, mon acolyte Antoine à Mer de Sable. Bonjour à tous. Merci Céline pour cette présentation hyper détaillée qui était très intéressante. Je vais essayer de faire court. Moi, j'ai la chance de diriger un parc qui est assez ancien, qui a maintenant 62 ans et que donc vous devez connaître. Donc, je vais aller assez rapidement sur la présentation du parc si vous m'autorisez. Je vous rappelle rapidement les quelques éléments qui nous permettent de distinguer les autres. D'abord, c'est un parc qui a été créé il y a très longtemps, comme je le disais, par monsieur Jean Richard, qui s'était installé avec son cirque juste en face en 55, que vous avez peut-être certains d'entre vous vu tous les mercredis, en tout cas c'était mon cas à la télévision française. On est un site remarquable d'un point de vue environnemental, puisque c'est 45 hectares, dont 20 hectares de dunes. C'était extrêmement rare d'avoir un site naturel comme ça. D'ailleurs, on est Natura 2000. Donc, on a un classement et on fait très attention à le préserver. Notre thématique, elle est sur la thématique de la conquête de l'Ouest. Pourquoi ? Parce qu'on veut, et depuis 2022,
Nous avons repositionné le parc et réfléchi à nos concurrents. On a notre magnifique parc Astérix qui est à 6 km de nous. Nous avons repositionné le parc sur les familles avec enfants de 3 à 10 ans. Alors, vous allez voir qu'on essaye de séduire un petit peu quand même la famille. Celui qui a 10, 12 ans, il faut quand même qu'il reste avec les enfants, avec ses frères et sœurs. Du coup, on crée une attraction qui est un peu plus sensationnelle, mais on est quand même spécialisé sur la première expérience et on y tient beaucoup. Pour y arriver, on a 2 éléments forts. À peu près une trentaine d'attractions, avec des attractions qui commencent avec des tailles très très basses, à 80 cm, et 3 spectacles. Et puis surtout, on a un capital important, c'est qu'on a une équipe dédiée justement à ce style de visiteurs. Et comme le disait très bien Régis tout à l'heure, on ne traite pas la temps d'attente d'une famille avec des enfants de 3 ans de la même manière qu'avec des ados de 18 ans. Ça se passe pas de la même manière, et il faut les entertainer, il faut qu'il n'y ait pas d'attente. Et on fait très attention, malgré qu'il y ait eu des conditions météo très compliquées et qu'on a eu trop de monde à certains moments et pas assez à d'autres moments. On fait très attention à ce que le parc soit jamais engorgé et soit trop lourd en termes d'attente, sinon on perdrait nos visiteurs, qui sont, comme le dit effectivement Régis, 3 fois sur 4 des gens qui revisitent. Donc tout notre travail, c'est de réduire la durée de la prochaine visite et de satisfaire nos visiteurs. Et c'est pour ça qu'on tient beaucoup à ces taux de satisfaction qui sont au-dessus de 8, qui sont dans une barrière un peu haute, qui ont baissé un peu cette année parce que vous pouvez le voir, en fait, nous, on a eu des conditions météo effectivement très difficiles. Et quand vous travaillez sur un secteur avec des familles, avec des jeunes enfants, vous pouvez leur offrir la journée, vous pouvez leur offrir les cahuètes, vous pouvez leur offrir le déjeuner. Les mamans et les papas préfèrent rester au chaud et ne pas exposer leurs enfants aux conditions. Donc on voit que cette année, on a baissé de 0,6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soit il pleuvait, soit il y avait trop de monde. Et c'est pour ça que les 3 barres bleues que vous avez sur le tableau en haut vous montrent que le parc s'est développé depuis maintenant 3-4 ans. On a un rythme plutôt aux alentours de 400 000 visiteurs, d'ailleurs on vise 420 000 visiteurs cette année, mais qu'on n'a pas réussi l'année dernière, parce que l'année dernière, ça a été très compliqué. Sur les 140 jours d'exploitation du parc, on a eu 48 jours de pluie et 12 jours de mauvais temps. Donc il n'a pas resté beaucoup de jours pour pouvoir faire notre travail, et c'est pour ça que, comme le disait Régis, juillet et août ont été fondamentaux, et que j'ai un peu ouvert les vannes pour pouvoir compenser la perte de fréquentation que nous avions depuis le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir réagir par rapport à ça ? Bien sûr, on a complètement changé notre plan média. On a économisé 100 000 € du plan média offline pour le mettre sur le online, de manière à pouvoir être beaucoup plus interactif, beaucoup plus attractif, de pouvoir en fait réagir, comme le disait Régis, aux prévisions et non pas au temps qu'il faisait. Donc, essayer d'insister sur le fait que dès qu'on avait des prévisions qui n'étaient pas trop mauvaises, on mettait le paquet pour pouvoir dire aux visiteurs qu'il fallait booker. Par contre, on a créé des produits bloquants, c'est-à-dire des produits qui permettent, soit à travers le tarif, soit à travers la durée d'achat du produit, de s'assurer que le visiteur viendra. Le visiteur a été bloqué, il passait en fait de non daté en daté. Et puis pour 2025, pardon, je vais un peu vite, mais 2025, on a décidé de lancer l'assurance météo, qui au fond des choses ne change pas tellement le principe de la visite, mais qui change déjà, qui libère le visiteur de ce poids de dire je vais investir de l'argent sur une journée et je vais le perdre si jamais il fait mauvais. Alors sachez que nous, le rapport qui a été pris est extrêmement important. On est exactement dans les clous de ce que disait Régis, à peu près à 33 € en moyenne. Et effectivement, 10% c'est le retail, 20% c'est la restauration et les 70% restants, c'est la billetterie. Donc on a intérêt à ce que les gens viennent parce que chaque personne qui vient sur le parc, c'est 30% de gain. Et donc il vaut mieux parfois réduire un petit peu le prix du billet et inciter les gens à venir sur des journées qui sont un peu plus faibles. Sur l'été, on avait identifié le lundi et le vendredi comme une journée un peu plus faible. Donc, on avait lancé les billets, ce que nous on appelle les billets plumes, donc les billets légers, en rapport avec notre thème. Et c'est vrai que ça a bien marché. Ce qui a le mieux marché, c'est quand on a libéré en fait les contraintes de temps par rapport aux billets tribu. Pourquoi ? Parce qu'on voulait augmenter la fréquence, la capacité d'attraction du parc en quantité de personnes, et que le billet tribu se trouvait être le mieux placé pour le faire, donc à partir de 5 personnes. Et ça a vraiment cartonné. Sur l'année 2025, nous, on a la chance de lancer une attraction extraordinaire qui s'appelle Wild Buffalo, qui est un wooden, donc un roller coaster. On va travailler avec la marque Great Coaster, donc GCI International. C'est un wooden qui va faire à peu près 500 mètres de long, qui va avoir à peu près 20 mètres de dénivelé, enfin 24 mètres si vous comptez le souterrain, des pointes à 70 km/h, catégorie 3. Mais je rassure tout le monde, ça reste un projet où on ne sépare pas les parents, les enfants, les grands-parents. On a une population importante de grands-parents. Il était très important que eux soient aussi dans l'attraction. Donc, ça ne nécessite absolument aucune capacité physique. C'est au contraire une attraction qui est très sensationnelle avec des airtime, mais qui se fait très facilement. Comme je voulais plus le lire à travers les commentaires, on a effectivement essayé de travailler cette thématique de manière à pouvoir apporter une histoire
L'histoire, elle est toute simple. Wild Buffalo est un bison qui a été capturé par des mauvais cow-boys qui veulent soit en faire du rodéo, soit le vendre. Et vous allez participer, vous et votre famille, à le libérer. Mais par contre, pour le libérer, il va falloir monter sur son dos et puis chevaucher la plaine et aller dans les grands espaces. Et ça va être très impressionnant. Donc, tout le storytelling est d'essayer de leur faire comprendre aux visiteurs que ça va être sensationnel, que ça va être dur. Et donc, on voit Wild Buffalo dans certaines situations, notamment la situation qui est ici, qui est la visite, la prévisite, le storytelling qu'on va raconter dans le parcours de 70 mètres qui vous sépare du moment où vous allez rentrer dans l'attraction. Et là, vous allez voir au départ des stalles avec des bruits, des mugissements. Et puis, bien sûr, le stall va céder parce que le Buffalo va s'évader. Et puis, vous allez à un moment ou à un autre vous retrouver dessus. Et vous allez monter à travers lui. Il va bien sûr renverser tout un tas de cow-boys. Vous allez participer à ça et voir qu'il va essayer de libérer aussi ses copains parce que tous les stalls qui sont devant vous sont habités par d'autres bisons et puis que vous voyez là. Et puis vous vous retrouvez dans l'attraction et là vous partez pour une visite. Je suis un petit peu rapide parce que je sais qu'il y a des questions. Le mieux, ça sera bien sûr de nous visiter. J'ai mis quelques images de l'attraction en construction, puisqu'elle est en construction en ce moment. Et voilà. Et vous aurez l'occasion, je pense, soit à travers les questions, soit à travers les visites, ou peut-être même les retombées médias, puisqu'on a fait une journée presse fan de parc hier, de peut-être un peu mieux comprendre comment ça se déroule. Voilà. J'espère que j'ai été assez rapide et je laisse maintenant la parole à ceux qui voudront poser des questions. Et je quitte la scène. Moi, je propose que, d'abord, bonne nouvelle, comme on dit chez moi, ce qui est tombé n'est plus à tomber. Donc, la pluie que l'on a cet hiver, finalement, présage d'un beau temps pour le printemps et pour l'été. Mais voilà, trêve d'aparté, je propose qu'effectivement tout le monde remonte sur scène pour pouvoir. Et merci en tout cas pour vos interventions. Merci à tous. On remet les grandes perspectives à l'échelle groupe. On pourra le garder en fond de support pendant qu'on discute un petit peu. On peut prendre quelques questions. On en a une déjà sur les taux de remplissage des concepts d'hébergement de la flèche. Comment ça se passe de ce côté-ci? C'est ce que je disais, sur l'année 2024, on a fini avec un taux d'occupation de 90%. Sachant que entre, on va dire, mi-mars et fin septembre, on est de l'ordre plutôt des 100% de taux d'occupation et qui baisse un petit peu l'hiver, mais c'est déjà exceptionnellement là pour décembre 2024 là notamment, qui est déjà dans la saison 2025, on était à 70% de taux d'occupation, ce qui reste exceptionnel sur des mois d'hiver. Ok. On a une autre question sur ce qui vous fait choisir la pertinence d'un site pour développer l'hébergement hôtelier. Finalement, il y a eu quelque chose qui s'est passé un peu magique avec l'animalier. Est-ce que voilà, sous quelles conditions ça peut se développer sur d'autres concepts? Je réponds. Oui, quand on a une thématique très forte, parce qu'on veut être vraiment très différenciant. On ne souhaite pas construire des hôtels sur les parkings juste pour apporter du flux, mais vraiment être dans une offre d'expérience très différenciante, où la nuit en elle-même fait partie du parcours d'expérience immersive. Et donc on s'intéresse, on regarde les parcs où on a une thématique ou une identité par rapport à le Far West ou un thème nature ou évidemment Terra Botanica nous intéresse beaucoup aussi sur cette dimension du végétal. Enfin, il faut qu'on ait un thème fort qu'on puisse dupliquer d'un point de vue expérientiel dans l'hôtellerie. Je peux répondre rapidement Bien sûr. à la question de Morgane. Morgane qui posait la question si le développement d'attractions indoor était une solution par rapport aux problèmes météo. Dans le cas de la mer de Sable, par exemple, ce que nous vendons, c'est vraiment une reconnexion avec la nature. C'est un site qui est remarquable, Natura 2000. Ça serait quand même dommage que je me retrouve en fait à créer et à proposer des choses indoor, parce que ce que je vends, c'est cette reconnexion. J'ai 50% des visiteurs qui viennent pique-niquer, j'ai un espace énorme, je donne accès pratiquement à tout. On a réinstallé une petite fermette il y a 2 ans pour que les enfants les plus jeunes se reconnectent aussi avec la nature. Donc, il faut que je joue avec le fait que malheureusement, parfois, j'ai une météo qui n'est pas favorable et parfois, elle est très favorable. Donc, je ne pense pas que la solution d'avoir créé, par exemple, j'aurais pu
et développer plus d'attractions en indoor, des dark rides. Et on l'a pas fait ce choix parce que voilà, on accepte le fait que parfois il y a des saisons où il fait mauvais. On aurait dû faire 400 000 visiteurs, on en a fait 364. C'est comme ça. On a essayé de compenser avec d'autres décisions, mais je dirais que c'est la vie de notre exploitation. Une question de Thomas sur les nouvelles attractions, la part que vous dédiez justement à cette théma, à ce storytelling qui est importante. Il ne s'agit pas juste d'aller faire un grand huit, mais de vivre une expérience. Ça représente quoi à peu près? Sur l'investissement de 5,5 millions, elle est à peu près à 250 000 €, mais je dirais que c'est pas tellement le montant, parce que nous, on a la chance d'être sur un thème où, en fait, en achetant des vieilles roues de charrette, en achetant des selles, en achetant des choses qui sont pas très très chères, je vais avoir une immersivité qui est très forte. Par contre, je souligne, et ça a été dit par Gécridé aussi, c'est très important quand on est sur une activité où on a des familles de travailler son storytelling sur les enfants. Il faut qu'ils soient dans l'immersivité. Si on avait fait un dark ride, par exemple, on a ouvert un Silver Mountain il y a maintenant 4 ans. C'est un Vekoma Junior de 350 mètres. On le voit partout dans plein de parcs et parfois il est totalement nu. Pour moi, c'est pas la même expérience, c'est pas la même chose. C'est exactement comme si, en plus, il est bientôt l'heure de déjeuner, c'est comme si je commençais à vous exprimer tout ce qu'il y avait dans le plat que je vous prépare. Vous commenciez à sentir les fumées et une fois que vous mettez à table, vous allez en profiter bien plus. Si vous avez directement l'assiette qui arrive et que vous n'avez pas tout le storytelling du grand chef qui l'a préparé, elle sera moins bonne. Bon, c'est pareil pour nous. Il faut qu'on mette de l'immersivité dans notre travail. J'aime bien l'analogie. Oui. Nous avons encore quelques questions. Sur l'indoor, je peux juste un commentaire par rapport en fait, l'indoor, on travaille à travers la croissance externe. C'est vrai qu'on a un vrai enjeu au niveau du groupe, vous l'avez vu, hein, de désensibiliser de la météo. Donc, la diversification géographique nous y aide, hein, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'on est quand même très, très outdoor versus indoor. Et plutôt que de développer l'indoor dans nos parcs, qui ont finalement un ADN d'outdoor, on va probablement renforcer ou de l'indoor aquatique ou nos aquariums ou éventuellement la diversification dans des familles, des multiplex comme vous avez évoqué. Et c'est comme ça qu'on adressera le sujet de la météo au niveau du groupe. Oui, intéressant, effectivement. Ça nous ouvre de nouveaux sujets de débat en perspective pour l'avenir. Je pense qu'il faudra qu'on fasse rapidement un focus justement sur l'évolution des concepts de FIC. En tout cas, je ne sais pas si on clôt maintenant, mais merci beaucoup pour cette riche présentation. Absolument, oui, tout à fait. Vraiment un état des lieux extrêmement clair, une stratégie qui est cohérente, voilà. Donc merci en tout cas pour l'exposé, pour tout le travail de préparation du coup pour avoir une édition exceptionnelle encore une fois avec sur ce thème magnifique des parcs. Merci à tous. Je voudrais juste dire que 2025 vraiment pour nous ça va être une année 23. Il y avait encore un petit peu de catch-up de Covid. Je pense que 23 n'était pas normatif. 24, il y a eu la météo, le contexte inflationniste, pression. 25 est très très importante pour l'industrie. Et en fait, on tirera un trait entre 19 et 25. Ouais, d'accord. Okay. Le bilan de cette année sera très, très intéressant à faire. Bon, très bien. On a tous le message, on va tous réserver nos entrées pour aller profiter de tout ça. Il y a assez de nouveautés, il y a assez de qualité à vivre et à visiter pour tout le monde, ça c'est certain. Et merci à tous d'être aussi toujours présents et fidèles à nos webinaires. Absolument, on a été quasiment 90 aujourd'hui, ça marque vraiment l'intérêt pour la thématique. Merci à tous pour votre participation, très bon week-end. 28 mars prochain webinaire, on est en train de travailler le sujet. Merci une nouvelle fois Régis, Céline, Antoine d'avoir été avec nous avec plaisir. C'est exposé. On vous souhaite donc une excellente saison, des fins de chantier réussies pour un bon niveau de qualité et puis on viendra tester tout ça avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonne saison à tous, au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.